Cet épisode est sponsorisé par Holzkern. Holzkern, maintenant vous connaissez, c'est une entreprise qui fabrique des bijoux, des montres, des sacs à main. Le tout à partir de matériaux naturels, donc du bois, de la pierre, du quartz, des feuilles d'arbres, des plumes de paon. Et d'ailleurs, ça y est, j'en ai enfin un sac à main en pierre. Un sac à main en ardoise en réalité, hein, c'est de la pierre. Hein. Alors évidemment, je me doutais bien que j'allais pas recevoir un bloc de granit avec une sangle, mais dans le même temps, je m'attendais pas à recevoir un truc aussi élégant. Bravo. Sinon, parmi les bijoux, j'ai découvert aussi qu'il y avait une gamme Star Trek. Longue vie et prospérité. Ce bracelet que vous trouverez sous la catégorie bandelettes est en argent et en aventurine. On dit pas aventurine, on dit pain à l'aventure. L'aventurine, c'est une variété de quartz avec des inclusions qui lui donnent une teinte, alors selon les inclusions, soit bleu-vert, soit plutôt rouge. Bleu-vert s'il s'agit d'inclusion de fuchsite ou foursite ou fuchsite, je sais pas comment ça se prononce, et rouge s'il s'agit plutôt d'hématite ou de mica. Le chanteur? Non, ta gueule. Bon, sinon, mine de rien, je complète petit à petit ma jolie collection de montres qui pète la classe avec cette montre en noyer et plume de paon. Le modèle Visionary, si vous le cherchez sur le site. L'occasion pour moi de vous rappeler que les modèles qui sont fabriqués sont tous des modèles uniques, ce qui veut dire que si vous le commandez sur le site, ce ne sera pas le même que le mien. Pas exactement. Vous aurez un modèle unique. Et les modèles sont produits en petite quantité. Donc attention, ça veut dire que s'il y a un modèle qui vous plaît, attendez pas trop longtemps avant de le commander, parce que sinon, vous risquez le jour où vous allez sur le site, il n'y sera plus. Alors, c'est pas très grave, parce qu'il y a continuellement des nouveaux ajouts au catalogue. Mais quand même. Alors, hier, c'était la fête des mères. Bientôt, c'est la fête des pères. Bref, vous l'avez compris, on ne manque absolument pas d'occasion pour faire plaisir, voire même pour se faire plaisir, hein, c'est pas interdit non plus. Du coup, je vous montre aussi le petit écrin cadeau que vous pouvez prendre si jamais vous décidez d'en offrir à un proche. Voilà, c'est mignon comme tout. Si vous suivez le lien qui s'affiche dans la description ou que vous scannez le QR code qui s'affiche à l'écran, sous réserve que vous ne matez pas cette vidéo sur votre téléphone, parce que sinon vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone pour scanner le QR code qui s'affiche sur... Vous avez compris? Donc si vous suivez le lien qui est dans la description ou que vous scannez le QR code qui s'affiche à l'écran, avec le code YPENSER, écrit comme ça, vous bénéficiez de 15% de remise sur l'ensemble du catalogue Holzkern. C'est pas mal. Et ceci conclut cette publicité. Encore une fois, merci à Holzkern de m'avoir fait confiance et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut bande de gens et bienvenue sur Villebrequin. Non. Bon, avant toute chose, peut-être un petit peu de contexte. Si jamais vous ne la connaissez pas, figurez-vous qu'il existe sur YouTube une chaîne qui s'appelle Villebrequin et qui parle de bagnoles et globalement de l'histoire des bagnoles, les technologies des bagnoles, les marques de bagnoles, les modèles de bagnoles, les courses de bagnoles. Et cette chaîne, elle n'existe plus. Enfin si, techniquement, elle existe toujours, mais elle n'est plus active. Il n'y a plus de nouvelles vidéos produites sur cette chaîne. Je vais absolument pas entrer dans le détail parce qu'il y a eu plein de dramas et que ça m'intéresse pas, mais normalement, ça, vous savez. Toujours est-il qu'au cours des années, ils ont régulièrement promis un épisode sur le différentiel, épisode qui n'a jamais vu le jour. Et on me demande régulièrement, vu que l'épisode sur Tesla n'est pas prêt de voir le jour, de faire moi-même un épisode sur le différentiel. Et donc, aujourd'hui, le différentiel. On dit souvent qu'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité, c'est la roue. Oui. Eh ben c'est faux. Oui. L'invention importante n'est pas la roue. Non. Non, parce qu'effectivement, on n'a pas attendu longtemps pour se rendre compte qu'un truc rond, ça roule. Et pour le coup, la vraie invention, c'est pas la roue, c'est l'essieu. Vous prenez deux roues, vous les reliez par une tige rigide, et là, on commence à parler. Parce que la roue, si vous voulez l'utiliser pour faire avancer quelque chose, il faut non seulement qu'elle puisse tourner, tout en restant solidaire du machin qu'elle est censée faire avancer, mais sans faire tourner aussi le machin qu'elle est censée faire avancer. Je sais pas si vous voyez. Vous imaginez une roue qui serait fixée à un chariot, et en fait, quand la roue fait un tour, le chariot doit faire un tour avec. Enfin, c'est complètement con. Donc, ça doit être solidaire du truc que ça va faire avancer, donc un cadre de vélo, un chariot, une bagnole, enfin voilà, tout en étant suffisamment indépendant pour pas faire tourner le truc avec. Sinon, c'est complètement con. Et donc, je vais absolument pas vous faire l'histoire des véhicules. Mais globalement, pendant très longtemps, on était très content avec l'idée d'avoir une roue à gauche, une roue à droite, indépendante, éventuellement par rangée de roues. C'est-à-dire s'il y avait que deux roues à l'arrière, c'était une à gauche, une à droite, mais si c'était quatre roues, c'était deux à gauche, deux à droite, mais tout indépendantes. Et tant que le machin était tracté, ou poussé éventuellement, mais mettons tant qu'il était tracté par des chevaux ou des vaches, ou par un pauvre glandu dont c'était le boulot, parce que, enfin voilà,
ça marchait très bien. Il n'y avait pas besoin que les roues soient reliées entre elles ou quoi que ce soit. Mais alors, juste qu'on soit bien clair sur ce dont on est en train de parler. Hein. On a retrouvé une roue en bois avec un axe sur lequel elle était montée, à Ljubljana en Slovénie, une roue qui date d'environ 5300 ans. Et on en a trouvé d'autres hein, également depuis. Et tout ça pour dire que une roue montée sur un axe, ça date pas de la semaine dernière. Et c'est là maintenant qu'on va rentrer dans le côté un peu plus vulga classique de la chaîne à ce sujet. On va parler de physique en fait. Mettons que vous avez une roue. Alors à ce stade, oubliez les essieux, les moyeux, les cardans, juste une roue, d'accord? Simple. Une roue d'un diamètre de 50 cm. La circonférence de cette roue est d'environ 1,57 m. 2 fois pi fois le rayon. Je devrais pas avoir besoin de le dire ça, putain. Ça signifie que si vous faites rouler cette roue par terre, elle fera un tour complet tous les 1,57 m. En imaginant qu'elle dérape pas, qu'elle patine pas, qu'elle roule bien. Voilà. Ça va jusque-là, vous suivez à peu près? Très bien, maintenant on va monter 2 de ces roues sur un axe. Et l'axe est droit et rigide. Et histoire de fixer le truc, on va dire que l'axe fait 2 mètres de long. Et là pareil, si vous faites avancer le truc tout droit, les roues vont faire un tour complet tous les 1,57 m. Et chaque roue à 2 mètres l'une de l'autre. Bien. Et on va maintenant en arriver au problème, vous allez voir. Mettons que vous voulez faire un virage. Alors, juste pour cet exercice, on va dire que les roues sont indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien en avoir une qui tourne et l'autre qui tourne pas. Hein. Je veux dire, voilà, elles peuvent tourner comme elles veulent. Elles sont juste fixées à l'axe. Dans le cas extrême d'un virage à angle droit à gauche, vous allez avoir la roue qui est à l'intérieur du virage, c'est-à-dire la roue gauche, qui va juste pas tourner sur elle-même, tandis que la roue droite, elle va tourner pour faire le quart de tour vers la gauche. Voilà, donc quart de tour avec un rayon de 2 mètres, donc ça fait 2 fois 2 mètres fois pi, le tout divisé par 4, puisque c'est un quart de tour, donc ça tombe bien, ça fait 4 divisé par 4 fois pi, donc ça fait pi. Donc la roue droite, elle va parcourir 3,14 m. Donc la roue gauche, elle n'a pas bougé, et la roue droite, elle a fait 3,14 m. Et d'une manière générale, on va être clair, dès lors que vous virez, la roue qui est à l'intérieur du virage parcourra toujours moins de distance que la roue qui est à l'extérieur du virage. Mais dans le même temps, hein, puisque l'axe est rigide. Hein, il n'est pas question qu'il y ait une roue qui arrive au bout du virage 1 heure avant l'autre. Et donc ça, si les roues peuvent tourner indépendamment l'une de l'autre, globalement, ça se passe plutôt bien. Mais si on en vient aux bagnoles, puisque c'est ça le sujet, hein, voilà, les roues, elles tournent pas indépendamment les unes des autres. Pas les 4 en tout cas, enfin sauf dans certains modèles de bagnole, mais le cas général, non. Je veux dire, sur un chariot qui est tiré par des chevaux, les roues elles sont plus ou moins passives en gros, hein. C'est-à-dire que quand ça tire, il y a la roue qui est tirée qui va tourner. Et puis si l'autre elle tire plus, elle tournera plus. Les roues s'en foutent. Alors que dans une bagnole, les roues sont actives. Bon, elles s'en foutent toujours, hein, ça reste des roues. Mais elles ne sont pas traînées par le mouvement, ce sont elles qui produisent le mouvement. Ce sont elles qui entraînent la voiture. Classiquement, si vous prenez une bagnole dite à traction, ce sont les 2 roues avant qui font avancer la bagnole. Elles sont contraintes par le moteur, et la boîte de vitesse, la transmission, tout ça. Je veux dire, ce sont elles qui récupèrent l'énergie du moteur qui leur dit « putain, mais tournez quoi !» Et les roues arrière, dans ce cas-là, sont globalement passives. Sachant que sur les véhicules à propulsion, c'est l'inverse. C'est les roues arrière qui font avancer la bagnole et les roues avant qui sont peinardes. Mais qui servent quand même à tourner. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout d'autant plus que pour notre exemple, on va parler que des véhicules à traction. Donc en gros, je schématise, mais le moteur va forcer, va contraindre vos roues avant à tourner à une certaine vitesse. Et si vos roues ne tournent pas dans le vide, cette vitesse, ça va vous donner la vitesse de votre véhicule. Donc, votre moteur va dire, j'en sais rien moi, il va dire à vos 2 roues avant de tourner à 2 tours par seconde. Et les 2 roues en question sont solidaires de tout un mécanisme qui va effectivement les forcer à tourner à 2 tours par seconde. Et qu'on soit clair, hein, forcer, c'est le mot juste. Parce que les roues dont on parle, hein, les roues d'une bagnole, ce sont 4 machins qui supportent un poids, en général, on est de l'ordre de la tonne, en général on est un peu au-dessus de la tonne, mais on est de l'ordre de la tonne, avec une surface de contact avec le sol qui est équivalent à 4 cartes postales. Donc sur terrain plat, ce machin, pour le faire avancer, il faut forcer. Maintenant, si vous avancez donc à vos 2 tours de roue par seconde
et que vous commencez à tourner à droite, voilà, il va se passer de deux choses l'une. Soit vos deux roues vont s'orienter vers la droite et tourner à l'exacte même vitesse et votre voiture va partir vers la droite mais sans changer de direction, elle va partir en crabe. Soit votre véhicule va tourner correctement malgré le fait que la roue qui est à droite tourne plus vite qu'elle n'est censée tourner. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'elle va patiner dans le vide en fait. Et donc, vous allez avoir une perte d'adhérence au sol. Et ça, c'est pas bon. On a à partir de là inventé un système qui est redoutablement malin, qui est purement mécanique et qui, lorsque justement ça devient mécaniquement nécessaire, et j'insiste sur le mécaniquement nécessaire parce que c'est véritablement un phénomène mécanique qui va induire ce dont on va parler, un système donc qui permet, lorsqu'on tourne, de ne plus avoir les deux roues qui tournent à la même vitesse, tout en évitant de déraper, et tout en évitant de perdre de l'adhérence au sol. Et ce système, qui vous permet donc d'avoir une vitesse différente à chaque roue, c'est ce qu'on appelle le différentiel. Et une image valant mieux que 1000 mots, même si ma chaîne n'est pas réputée pour ses illustrations, voilà, mais une image valant mieux que 1000 mots, je me suis permis d'imprimer en 3D un système simple de différentiel pour vous montrer comment ça marche. Alors si jamais vous avez une imprimante 3D et que vous avez envie de le faire vous-même, je vous mets le lien dans la description. Voilà. Sinon, on en trouve plein des systèmes de différentiel imprimés en 3D. C'est vachement bien. Et puis si vous n'avez pas d'imprimante 3D mais que vous avez quelque part chez vous une bagnole en Lego Technics qui traîne, nos sponsors, il y a de très très fortes chances que sous le moteur, vous ayez un différentiel en Lego. Ah, et petite précision, juste, des modèles de différentiel, il en existe plein. Il en existe plein, mais le principe de base, si vous voulez, la philosophie du truc est toujours la même. Et nous, on va se concentrer sur le différentiel dit classique ou ouvert. Et ce qui est marrant, même si je préviens tout de suite, on n'en fera absolument pas le tour, c'est qu'on a des systèmes qui sont 100% mécaniques, d'autres qui sont hydroélectriques, d'autres qui sont complètement électroniques, bref, tous les moyens sont bons. Bon, déjà, on va partir des roues. Donc, il faut imaginer que vous avez des roues de votre bagnole ici. Hein. Ça, c'est l'axe qui relie les roues. Alors, cet axe, on appelle ça un arbre dans une bagnole. Et comme on va justement mettre un système qui est déjà ici, entre les deux roues, du coup, on va parler de demi-arbre de chaque côté. Au bout de chacun de ces demi-arbres, on trouve un pignon conique qu'on appelle planétaire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, ces deux planétaires se font face dans un boîtier que vous voyez ici. Alors, pas le gros boîtier. Le gros boîtier, c'est le boîtier différentiel, mais ce boîtier-là, vous voyez le petit, ici, c'est ce qu'on appelle la coquille de différentiel. Et à l'intérieur de cette coquille, outre les deux planétaires, on trouve également deux autres engrenages également biseautés qu'on appelle des satellites. Et également, vous allez très vite comprendre pourquoi. Spoiler, c'est parce que les satellites tournent autour des planétaires. C'est aussi con que ça, en fait. D'un côté de la coquille, à l'extérieur, on trouve un large pignon, également un peu conique, qui s'appelle la couronne. Et ce pignon est relié à un autre qui sort ici. En fait, ici, il faut imaginer que derrière, vous avez le moteur, la transmission, la boîte de vitesse. Bref, c'est par là que va venir l'énergie qui fait tourner les roues. C'est d'ici que ça vient. Et ce qui va se produire, vous allez voir, c'est à peu près aussi simple qu'élégant. Puisque le système est parfaitement bien réparti, lorsque le moteur essaye de faire avancer les roues, vous avez les roues qui avancent. Alors tout le système tourne, tout le système est entraîné, mais vous avez les roues qui avancent. Vous voyez, j'ai fait des petites marques au niveau des arbres extérieurs pour que vous voyez que ça tourne à la même vitesse des deux côtés. Ça, c'est quand la voiture avance en ligne droite. Il n'y a rien qui gêne, il n'y a rien qui bloque. Tout est parfaitement équilibré. Merci, bonne journée. Vous notez également que, dans ce cas-là, j'ai fait des petites marques aussi au niveau des satellites. Vous voyez que les satellites, eux, ne tournent pas. Cette marque-là, vous la voyez, elle reste exactement dans la même position. Si maintenant, vous mettez une contrainte sur une roue, vous dites cette roue-là, elle ne tourne pas, parce que la voiture doit faire ceci, elle doit tourner dans ce sens-là. Et que vous continuez de faire avancer. Regardez ce qui se passe au niveau des satellites. Vous voyez ou pas? Les satellites tournent sur eux-mêmes, ce qui fait qu'ils permettent à cette roue-là de continuer de tourner, alors que l'autre, elle est bloquée. Alors on ne voit pas bien parce que là, voilà, je vais essayer comme ça. Je veux juste qu'on voit bien la marque. Comme ça, voilà, vous voyez bien la marque, vous voyez bien que la roue, ici, ne tourne pas, mais que l'autre tourne.
Et ça marche évidemment dans l'autre sens, hein. Si je bloque cette roue-là, si je la tiens, voilà, j'essaie de faire en sorte qu'on voit bien la marque, enfin, si je bloque, vous voyez que l'autre roue tourne sans problème. D'une manière générale, c'est-à-dire que je peux faire tourner les deux roues en sens inverse. Je peux n'en faire tourner qu'une seule, faire tourner l'autre, faire tourner les deux. Vous voyez que quand je fais tourner les deux, les satellites n'ont pas besoin de compenser, mais que dès que ça ne se passe pas à la même vitesse, les satellites compensent automatiquement le mouvement. C'est le différentiel. Bon, comme ceci n'est pas un épisode Vultech de la chaîne Villebrequin, je ne vais pas vous faire l'histoire des différentiels selon les marques de bagnoles, qui l'a implémenté en premier, quel modèle, comment ça marchait, etc. Puis comment ça se passe pour les 4x4. Voilà. Oui, parce qu'après tout, peut-être que l'un ou l'autre des créateurs de la chaîne Villebrequin fera un épisode sur le différentiel, il n'est pas question de leur couper l'herbe sous le pied. Mais je dirais, s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est que c'était quand même assez ingénieux de mettre en place un système qui n'a pas besoin d'être contrôlé pour se comporter correctement et répartir correctement, on va dire, les énergies pour pouvoir faire tourner normalement une bagnole. Tout ça est purement mécanique, sachant que le différentiel qui régule donc la vitesse de rotation de chaque roue pour que ce soit correct selon le virage, ça permet de réduire l'usure des pneus, en plus d'améliorer l'adhérence au sol, etc. Bref, c'est très efficace. Voilà, c'est tout pour ça. Et les trains? Quoi les trains? Je sais pas, les trains ils tournent aussi dans les virages. Et pourtant, non seulement les trains ils n'ont pas de différentiel, mais en plus les roues gauche et droite à chaque fois elles sont vraiment reliées par une tige rigide quoi. Et donc les roues gauche et droite tournent à la même vitesse, y compris dans les virages? Oui. C'est pas chiant ça du coup? Pas pour les ingénieurs. Et là vous allez voir que dans le genre solution ingénieuse et élégante, on est pas mal. Bon, déjà comment est-ce qu'un train fait pour rouler sur des rails, hein? Il vous aura pas échappé si vous avez vu un train, que les roues de train, ça ressemble pas à des roues de bagnole. Mais il n'y a pas de pneus par exemple, il n'y a pas de chambre à air. Et là vous allez me dire, oui monsieur, sur les roues il y a un machin qui dépasse en fait à l'intérieur, et c'est ça qui maintient les roues contre les rails. Bon, alors déjà, vous avez le droit d'employer le terme technique pour parler de ce machin, hein, ça va pas vous filer le hockey. Ça s'appelle un boudin. Voilà. Et le boudin, effectivement, il est là pour aider un peu à ce que les roues restent sur les rails. Mais c'est plus une sécurité qu'autre chose. C'est pas ça qui maintient les roues sur les rails. Non, parce que si c'était ça qui maintenait les roues contre les rails, vous imaginez un peu la gueule des frottements? Le train, il fait 600 km à 250 km/h avec ce machin qui frotte contre le bord du rail en permanence? Non. Non, le train, il tient très bien sur les rails, non pas grâce au boudin, mais grâce à la forme des roues. Et figurez-vous que c'est de ça dont on va parler, parce que la forme des roues, c'est ce qui fait, si vous voulez, le différentiel, ou plutôt ce qui permet le manque de différentiel sur un train. Et alors, je vous arrête immédiatement, parce que je sais que vous allez me dire, oui, mais attends, parce que les virages des trains, c'est quand même, ils ont pas le même rayon de braquage, hein. C'est quand même très très large, hein, donc il n'y a pas besoin en fait. Alors oui, effectivement, les virages sont bien plus larges, hein, le rayon est bien plus grand, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est véritablement la forme des roues qui va faire le jeu. La partie de la roue qui est en contact avec le rail, c'est ce qu'on appelle la bande de roulement ou le bandage. C'est ce qui fait office de pneu, si vous voulez. C'est ce truc-là qui va s'user rapidement. Comme un pneu. Bref, imaginez maintenant que votre train, vous voulez le faire tourner à gauche. Si l'essieu est rigide, et il l'est, la roue gauche et la roue droite vont tourner exactement à la même vitesse, alors que physiquement, on a besoin que la roue gauche tourne moins vite que la roue droite. Et la solution ingénieuse et élégante qui a été mise au point est que la forme des roues a un profilé un petit peu conique. Légèrement. Et lorsque le train va entamer son virage vers la gauche, par effet d'inertie, ce que le commun des mortels appelle la force centrifuge, le train va naturellement se déporter vers l'extérieur du virage, vers la droite. Et ça, pour le coup, c'est pareil avec les bagnoles, hein, c'est un phénomène physique, hein, ça c'est classique. Mais en se déportant vers l'extérieur du virage, donc en l'occurrence vers la droite, la partie de la roue de gauche qui est en contact avec le rail, puisque ça s'est décalé, ça va être plutôt la partie extérieure de la roue. Celle qui est plus étroite, puisque c'est une forme un peu conique. Tandis que du côté extérieur du virage, côté droit, on va être plutôt proche de l'intérieur de la roue. Donc à son diamètre le plus large, puisque c'est une forme conique. Et donc à ce stade, tout se passe précisément comme si le train avait ses roues gauche et droite qui tournent
à la même vitesse de rotation, sauf que les roues de gauche sont factuellement plus petites que les roues de droite qui sont plus grandes. Ce qui fait qu'en faisant un tour sur elles-mêmes, mécaniquement, les roues à l'extérieur, donc les roues les plus grandes, parcourent une plus grande distance. Et c'est comme ça qu'on se passe de différentiel dans les trains. C'est quand même vachement classe, non? Et donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, pensez bien à lui mettre un pouce comme ça, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir, et surtout à la partager. C'est ultra important. Je le répète, mais que les trains vous intéressent ou pas, pensez bien à vous abonner ou à vous réabonner le cas échéant, à activer la cloche si vous ne voulez rien manquer de ce qui se passe sur cette chaîne. D'ailleurs, parce que je vois souvent passer ce genre de message, petit message à l'attention de ceux qui découvrent que j'ai repris les vidéos. Ça fait plus de 3 ans que j'ai repris les vidéos à un rythme en plus assez soutenu. Donc, si vous venez de vous rendre compte que j'avais repris les vidéos, profitez-en, il y a plein de vidéos à voir, du coup, vous en avez loupé plein. On se retrouve évidemment très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser.